Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce vendredi 20 septembre. Toute l'actualité près de chez vous, reportages, interviews, portraits et votre météo à venir. Les bons comptes de Stéphane Valéry, le président délégué de la Société des Bains de Mer, évoquera avec nous dans un instant son bilan financier en hausse. La réussite à bien des niveaux de la politique sociale, sociétale, environnementale de son groupe, où il est toujours question d'investissement, de vision à court, moyen et long terme. Un président toujours amoureux de sport et de football, et qui, comme vous, a dû apprécier la performance de choix réalisée hier soir par l'AS Monaco Football Club face à l'ogre barcelonais. Un succès 2-1 en ouverture de la Ligue des Champions que nous résumera Frédéric Elion et canalisera notre confrère de l'équipe d'RTL, Mickaël Lefebvre. Et puis événement Monaco Info, avec la projection hier d'un documentaire nécessaire pour la paix par le sport dans le monde, Peace and Sport, et un résumé non exhaustif de toutes les actions menées de par le monde par les équipes du président fondateur, Joël Bouzou. Et n'oubliez pas désormais, à la suite de votre journal, comme tous les vendredis, l'après-JT, nous nous intéresserons ce soir à la tendance végane en principauté. Mais sans plus tarder, on va parler économie et prestige, avec comme chaque année à pareille époque, la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société des Bains de Mer. Le président délégué de la SBM, Stéphane Valéry, est venu ce soir faire le bilan sur Monaco Info de sa feuille de route, ses résultats, le présent et ses actions dans l'air du temps, sans oublier les objectifs et les grandes nouveautés à venir. Stéphane Valéry, bonsoir à vous. Bonsoir Monsieur Paco. Si on parle des comptes, tous les voyants sont ouverts à l'SBM en ce début de saison. Oui. Dans la feuille de route que j'ai reçue, il y a effectivement le maintien, voire l'amélioration de résultats à très haut niveau, et on peut dire qu'on y est parvenu dans ce bilan. Alors le bilan SBM, ce n'est pas l'année. Il faut rappeler que nous, notre bilan va du 1er avril au 31 mars. Donc là, on parle du bilan qui s'arrêtait en 31 mars 2024. Mais effectivement, le chiffre d'affaires a progressé à 704 millions. Et le résultat opérationnel, qui est bien sûr le paramètre important, donc le résultat, le bénéfice de l'entreprise, lui, a été encore meilleur que l'année précédente, qui était elle-même la meilleure année de l'histoire de l'entreprise depuis 1863. Donc nous sommes à un peu plus de 73,6 millions de résultats opérationnels pour le groupe. Et ce qui marche le mieux, encore une fois, c'est l'hôtellerie, la location des espaces aussi? Alors, vous savez désormais, on a 3 métiers, voire 4 en tout cas. Nous avons bien sûr le métier historique des jeux, avec nos casinos, le Grand Casino bien sûr, et puis le Casino de Café de Paris. Ça représente dans ce bilan environ 30% du chiffre d'affaires. D'accord. Et la partie, effectivement, le deuxième métier a désormais plus de chiffre d'affaires, puisque l'hôtellerie-restauration, alors là, il faudrait aussi séparer hôtellerie-restauration, mais on a un agrégat qui fait à peu près aujourd'hui 50% de notre chiffre d'affaires. C'est le plus important. C'est le plus important. Mais nous avons un troisième métier qui se développe, qui progresse, qui a pratiquement réalisé 20% de notre chiffre d'affaires dans ce bilan, et c'est donc l'immobilier, la location, vous le savez, de commerce, de bureaux, mais aussi de résidences hôtelières de haut niveau, de grand prestige, qui est une activité très lucrative pour le groupe. Ça fonctionne très bien, au-delà des arrivées comme l'Amazonico et du retour de l'hôtel de Paris, du Café de Paris. Oui, alors effectivement, il faut aussi, bien sûr, la principauté reste le territoire monégasque, la priorité absolue pour l'entreprise, qui est une entreprise, vous le savez, dont l'État est l'actionnaire principal, et puis qui fait partie de l'ADN de Monaco, qui a contribué sous l'autorité de nos princes à créer la légende de Monte-Carlo. Donc nous voulons en permanence, je dirais, innover, créer de nouveaux établissements, améliorer, rénover nos hôtels et nos établissements passés, car nous devons rester attractifs, offrir un parcours client toujours plus riche, toujours plus diversifié. Ça a été la livraison, il y a quelques mois, bien sûr, du nouveau Café de Paris, qui est une belle réussite. Ah oui. Parce que j'ai comparé le chiffre d'affaires du nouveau Café de Paris avec celui de l'ancien avant donc la Covid, avant qu'on fasse les travaux. Et on est en progression de 40% depuis 2019. Alors certes, il y a 10 ou 15 points d'inflation, on peut discuter, mais enfin, ça veut dire que c'est une belle réussite. Et puis, on a ouvert Amazonico, dont la principale critique qui me remonte, c'est qu'on ne peut pas réserver parce que c'est toujours plein. Donc, je trouve que c'est tout de même une belle critique. C'est tout. Ça doit se faire. Non, mais on a amélioré notre système de réservation, et si on veut bien être patient, on peut y arriver. On peut y arriver avec quelques jours peut-être de précautions pour réserver. Vous parlez toujours d'un cahier à respecter, une marche à suivre, un cahier de route. Les voyants sont ouverts. Vous êtes
je vois aujourd'hui, en tout cas, vous êtes un président heureux. Sûrement. Avec des dividendes, avec des... Voilà. J'ai conscience d'avoir d'abord beaucoup de chance d'être le président de cette très belle société, de cette société iconique pour Monte Carlo, et pas seulement. Quand on voyage dans le monde, on s'aperçoit que Monte Carlo SBM, Monte Carlo, disons, hein, oui. C'est vraiment reconnu dans le monde entier comme une marque incroyable, un pays incroyable, le glamour, l'excellence, la réussite. Donc j'ai beaucoup de chance et j'ai découvert 5000 personnes passionnées avec des carrières très longues. Vous savez qu'on est sûrement l'entreprise où on reste plus longtemps. Beaucoup de salariés font une carrière entière à la SBM, font venir d'ailleurs leurs enfants ou leurs frères et sœurs. C'est beau, ça. Ouais, et je crois qu'on est tous très fiers d'appartenir à cette belle et grande société. Il y a des valeurs partagées, il y a un modèle social. Il y a aussi beaucoup d'efforts depuis que je suis là pour améliorer la RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise. Justement, le sociétal, il y a l'environnemental, il y a beaucoup de chapitres qui font que notre monde évolue et vous le suivez. Oui, j'ai souhaité que la RSE, qui est une donnée désormais incontournable des grands groupes, hein, d'ailleurs nous sommes une société cotée à Euronext, et donc à partir de l'année prochaine, comme toutes les sociétés cotées de plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, nous serons tenus de faire aussi des audits sur la partie RSE. Donc ça veut dire toujours plus d'efforts pour le développement durable. Tous nos hôtels ont la certification Green Globe qui est la meilleure possible en matière d'environnement. On est en train, avec Mme Cotta, la secrétaire générale que j'ai chargée de développer la RSE dans le groupe, nous sommes en train d'avoir une flotte de plus en plus décarbonée, donc électrique et hybride. Nous faisons de gros efforts pour sensibiliser nos clients aussi à des comportements responsables dans les chambres. Écoutez, honnêtement, il y a une évolution des mentalités. Et je dirais qu'il y a même certains clients qui le demandent. Il ne faut pas penser que parce que les gens ont des moyens ou sont dans le luxe, qu'ils ne sont pas conscients que nous devons tous faire des efforts pour protéger la planète. Donc, et puis, bien sûr, on a un modèle social fantastique. Donc, ce qui fait qu'on a de longues carrières, ce qui fait qu'on n'a pas besoin qu'on a une très forte attractivité, donc on n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour attirer les meilleurs hein, dans nos emplois. Donc oui, bien sûr que je suis un président très heureux d'être à la tête de cette belle entreprise. Et bien sûr, au-delà de penser même aux petits salaires qui ont une augmentation peut-être chaque année quand c'est possible. Regarde vos résultats, il y a ça, il y a une prime d'intéressement aussi. Oui. Alors le modèle social, il est très complet. Hein. Donc il y a d'abord une indexation des salaires tous les 3 mois, ce qui en période d'inflation a été très apprécié. On a une prime d'intéressement. Donc cette année encore, donc les résultats étant bons, tous les salariés vont toucher environ 2 000 € à peu près, hein, donc quand ils ont bien sûr été présents toute l'année dans leur poste. Nous avons la prime Grand Prix, 100 € par jour, nous avons des primes de transport, nous avons un 13e mois pour tous les salariés. Voilà, il y a un fonds social incroyable, donc je pense que globalement, l'immense majorité des salariés sont heureux et reconnaissent tout le bien-être qu'on a quand on travaille dans cette entreprise. J'ai souhaité aussi, et j'ai oublié de le dire, c'est important, parce que malgré tout, même si les salaires à la SBM sont meilleurs qu'ailleurs, il reste un certain nombre de salariés qui ont des salaires chez les moins bien rémunérés chez nous, qui ont parfois, je connais le coût de la vie sur la Côte d'Azur en principauté, donc quelques difficultés. Donc j'ai souhaité aussi ajouter une prime sociale. Voilà, cette année, nous donnerons donc 400 € à tous les salariés qui ont moins de 2 200 € par mois net et 200 € à ceux qui ont moins de 2 500. Il n'y en a pas beaucoup, heureusement, puisque si vous voulez, sur les 5000 salariés, sont concernés environ 600 personnes, ce qui veut dire qu'on a quand même près de 90% de nos salariés qui ont des salaires supérieurs à 2 500 €. Et c'est très bien ainsi. Hein. Stéphane Valéry, avant de revenir sur Monaco, l'étranger, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, d'aller investir ailleurs, Dubaï, Courchevel, par exemple? Oui, alors les choses avancent bien. On a acheté, je crois, le plus bel emplacement possible de la plus belle station d'Europe, hein, la plus huppée et reconnue, Courchevel. On a la chance, vous savez, entre-temps, qu'elle va devenir station olympique, et notamment avec le 2030 et avec les sports, le sport peut-être le plus populaire des Jeux, c'est-à-dire le ski alpin masculin. Donc les choses suivent leur cours. L'Assemblée générale des propriétaires a été largement favorable, 98% pour le projet hôtelier. Le permis de construire est déposé ces prochains jours. Et nous entamerons donc les travaux de rénovation importants au printemps pour une livraison comme prévu, hiver 2026-2027, donc décembre 2026, pour le plus beau, un des plus beaux hôtels des Alpes, avec, en tant qu'ambassadeur de la principauté, un grand drapeau monégasque sur l'hôtel qui s'appellera donc Monte Carlo One Courchevel, hôtel et résidence. Et puis oui, Dubaï. Dubaï, c'est une ville bien sûr très importante, en essor permanent.
Il y a une belle clientèle là-bas et nous avons signé une joint venture avec notre partenaire à Monaco d'Amazonico et du Coya, c'est-à-dire le groupe Dream International. Nous sommes en train de préparer une marque monégasque de restauration qui va s'appeler Monte Carlo Club 1863, bien sûr. Date de création. Ça rappellera la création de la SBM. Et donc nous allons ouvrir à l'automne un restaurant à Dubaï. Alors c'est un restaurant monégasco-méditerranéen avec plein de plats de notre région et puis bien évidemment des images de la Principauté et de la place du Casino dans tout le restaurant. Et encore plus près de nous, il y a le monde des croisières que voilà, vous allez essayer de vous implanter avec des tables de jeux, c'est ça, à l'intérieur des bateaux de croisière? Tout à fait. Le développement international, c'est aussi les jeux et le casino. Donc, on a eu l'opportunité de signer un partenariat avec une compagnie monégasque de croisière, donc Crystal Cruises. Oui. Et nous avons installé donc, un premier casino dans un bateau qui va être inauguré le 14 novembre à Venise, Giré, tout proche, avec un casino, donc Casino de Monte Carlo. Nous sommes responsables de la formation des croupiers, de l'organisation de la salle de jeu, du choix des tables et des machines, de la compliance et du contrôle. Voilà, donc c'est une belle opération pour nous, pas d'investissement et un pourcentage de résultats des jeux. Et en guise de conclusion, je voulais qu'on s'intéresse à nos établissements préférés. Évidemment, ceux qui sont chez nous, tout près de nous, avec l'arrivée de ce nouveau domaine sur la mer. Là aussi, vous êtes partie prenante, tout comme le Moods, qui est très attendu ici par beaucoup. Absolument. Donc Monaco, je l'ai dit, reste évidemment le lieu privilégié de développement de la SBM. Donc après le nouveau Café de Paris, après la création d'Amazonico Monte Carlo, voilà qu'arrive donc la réouverture du Moods, donc appelé New Moods, mais qui s'inspire de tout ce qui a fait son succès du Moods. Donc ça sera un cabaret, lieu de spectacle vivant, chanteur, groupe de musique, mais aussi humour. On va y ajouter donc un comedy club. Oui. Et puis la cuisine en finger food du grand chef Marcel Ravin. Donc on aura la meilleure finger food du monde. Et voilà, et des prix très attractifs. Nous voulons que ça reste un lieu populaire, accessible à tous, gratuit jusqu'à 18h-20h, after work gratuit. Et après, à partir de 20h, un spectacle, une consommation pour 50 €, je pense que c'est vraiment très raisonnable. Pour autant, le but est l'équilibre financier. Bien sûr. Parce qu'on va privatiser cette salle. Et donc il y a des groupes qui tout bêtement. Anniversaire pour les résidents de la Principauté qui le souhaiteraient, soirée festive, mais aussi soirée privatisée pendant le Grand Prix, pendant le yacht show et les assureurs, etc. et le tennis pour des groupes importants. Donc on va y arriver. Et puis vous avez raison de parler de l'extension en mer. Qui arrive très vite. Très vite, fin novembre. Donc nous sommes en train d'aménager donc, le futur restaurant principal sur l'esplanade Princesse Gabriella. Alors là, on va amener nos clients dans le monde de l'Angleterre. Donc c'est un restaurant qu'on va appeler Marlowe, All Day Dining, Marlowe, avec, je le souhaite, un personnel notamment d'hôtesse de langue maternelle anglaise. Donc vraiment l'ambiance de l'Angleterre, chic, décontractée. Une très belle nourriture du matin 8h au soir minuit. Et une décoration vraiment extraordinaire d'Hugo Toro, un des meilleurs décorateurs du monde, qui nous a fait un projet exceptionnel que vous pourrez découvrir à partir de janvier, puisque nous ouvrirons en janvier 25. Merci, Président. On rappelle que votre bilan est plus que positif pour l'instant, on l'a bien vu, avec cette augmentation encore cette année, ces redistributions, que ce soit des dividendes ou des primes plus personnalisées, et puis plein d'avenir. On l'a vu, plein de projets qui vont nous animer tout au long de cette saison déjà, 2024-2025. Merci. Merci Stéphane à vous. Valéry d'être venu jusqu'à nous ici sur Monaco. Merci à vous, M. Paco. Les sports et le retour gagnant en Ligue des Champions de Monaco hier soir face au Grand Barça. Un succès, 2-1, tout en maîtrise au Stade Louis II. Monaco impérial, Frédéric Elion. En effet, Christophe, Monaco a été à la hauteur de l'événement hier soir et a livré une copie de grande qualité pour battre le Barça, leader invaincu de Liga quand même, on le rappelle. Pour sa première en Ligue des Champions, Adi Hütter, le coach monégasque, n'a pas renié ses principes. Une équipe offensive, un pressing haut qui a provoqué, dès la 10e minute, une relance hasardeuse de Ter Stegen, le gardien barcelonais. Résultat, carton rouge pour Eric Garcia. Monaco va jouer 80 minutes à 11 contre 10, clairement le tournant du match. 6 minutes plus tard, la SM en profite déjà avec l'ouverture du score d'Akliouche d'une belle frappe du pied gauche. Barcelone égalise à la 28e minute grâce à un exploit personnel de Lamine Yamal qui devient le deuxième plus jeune buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, un partout à la mi-temps. En deuxième période, Monaco passe devant grâce à Georges Ilenikena, une frappe sèche du pied gauche à la 71e. Le franco-nigérian devient le plus jeune buteur de l'histoire de l'ASM en Ligue des Champions, effaçant des tablettes un certain Kylian Mbappé. Le score ne bougera plus, 2-1.
Monaco frappe fort d'entrée pour son retour en Ligue des Champions. On a pris beaucoup de plaisir. C'est que la Ligue des Champions, c'est nouveau pour beaucoup d'entre nous. Donc non, c'est que de la joie. C'est quelque chose de magique aussi pour nous les jeunes. Donc non, on prend ce qu'il y a à prendre et on est content. Exploit, non, parce que je pense que c'est ce qu'on voulait faire dès le début. On était prêt à ça, donc je pense pas à un exploit. Après, je pense que voilà, c'est vraiment un très très bon match et c'est une bonne base pour cette saison. C'est un match difficile, c'est un match que tout le monde veut jouer, rêve de jouer. Mais c'est juste le premier tour de la Ligue des Champions, on a beaucoup de qualité. Ça se passe tellement bien pour l'équipe en ce moment. On voit qu'on est un groupe uni, on a un bon collectif du premier jusqu'au dernier joueur. Chacun peut faire la différence. Comme j'ai dit, après on peut encore être plus précis dans les dernières actions ou bien chercher le deuxième ou le troisième but pour nous simplifier le match. Mais je trouve que le début de saison, c'est pas mal passé pour nous. Le FC Barcelone, c'est l'une des meilleures équipes du monde. Donc voilà, faire un résultat aujourd'hui à la maison, ça peut que nous booster pour les prochains matchs et nous montrer qu'on voilà, on a des capacités pour pouvoir faire de bonnes choses. Maintenant, il faut être régulier sur toute la saison. C'est la première victoire en Ligue des Champions, Christophe, pour l'AS Monaco depuis le 19 avril 2017. Prochain match pour les Monégasques, un déplacement sur la pelouse du Dynamo Zagreb, mercredi 2 octobre. Les Croates seront forcément revanchards puisqu'ils ont perdu leur premier match, 9-2 face au Bayern Munich. Eh oui, départ plus que parfait, réussi pour Monaco en tout cas dans ce long marathon européen. Et pour revenir sur cette performance de choix du premier soir, avec nous ce soir, le journaliste RTL L'équipe, Mickaël Lefebvre. Bonsoir à vous Mickaël. Bonsoir Christophe. Voilà du travail bien fait. Pas mieux pour commencer une saison européenne en tout cas. Ah bah oui, ça c'est sûr. On n'attendait peut-être pas Monaco à pareille fête hier soir du côté du stade Louis II face à cette grosse équipe qui est le FC Barcelone qui avait tout gagné en début de saison pour le moment. Et puis Monaco s'est révélé un peu hier soir. C'était une équipe en forme, certes. Elle a été bien aidée par l'expulsion d'Eric Garcia en tout début de rencontre. Mais voilà, il fallait quand même le faire. Il fallait résister au retour du Barça et du jeune prodige Lamine Yamal. Et Monaco a super bien joué et Monaco a fait un grand match. Il y a beaucoup d'audace à l'image du premier but monégasque. Oui, beaucoup d'audace avec cette jeunesse insouciante, insolente. Les Marc Nessa-Kliouch, les Elias Ben-Seguir, voilà, c'est des joueurs que l'Europe va découvrir cette saison, on l'espère, comme l'Europe avait découvert il y a quelques années Kylian Mbappé lors de l'épopée 2016-2017. Eh bien là, peut-être que voilà, des Akliouch, des Ben-Seguir, des Lamine Camara, des jeunes joueurs comme ça, des Georges Nikena qui donnent le but de la victoire, vont éclater à la face de l'Europe et c'est toujours très bien d'avoir à Monaco des jeunes sortis du centre de formation qui performent au final. Parce que la force de cette équipe de Monaco, on l'a dit déjà dans les experts du foot sur Monaco Info, on se dit que c'est d'avoir la chance d'avoir conservé à peu près la même ossature que l'an dernier, on est d'accord? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, comme ils l'avaient fait d'ailleurs un peu en 2016-2017 à l'intersaison, ils se sont renforcés assez rapidement. Pour le coup, ils ont laissé Thiago Scuro et l'entraîneur Adi Hütter, Thiago Scuro, le directeur sportif, et Adi Hütter travailler dans de bonnes conditions. Enfin, si j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que les dernières saisons, c'était un peu plus compliqué, avec beaucoup de turnover au niveau des coachs, au niveau des directeurs sportifs. Donc là, il y a une certaine stabilité qui paye tout de suite. On voit que Monaco est tout de suite prêt dans ce championnat, et ça, c'est très intéressant. Vous touchez du doigt la question suivante, parce que, Mickaël, on sait qu'une saison est très longue. Il y a de la Ligue 1, pour l'instant, nos contacts, et il y a cette Ligue des Champions, je ne parle même pas de la Coupe de France. Il va falloir tenir pour Monaco. Oui, mais aujourd'hui, je pense que Monaco est armé. Je pense que Monaco a facilement deux équipes compétitives. Les postes sont doublés. Peut-être qu'il manque un joueur au milieu de terrain, mais on l'a vu hier soir, Golovin a pris cette place de milieu de terrain relayeur aux côtés de Denis Zakaria et il s'en est pas trop mal sorti. Donc voilà, s'il n'y a pas trop de blessures, ça c'était ce qu'on pouvait craindre l'année dernière par exemple, il y a eu pas mal de blessures. S'il n'y a pas trop de blessures, si ça s'enchaîne bien et si Monaco arrive à passer le cap de ces émotions fortes en Coupe d'Europe le mardi ou le mercredi soir, avec des matchs de championnat un peu plus dans l'anonymat, eh bien le week-end, eh bien à ce moment-là, Monaco, oui, sera armé pour jouer sur les deux tableaux. Et Michael Jordan qui était présent, le grand basketteur, bien sûr, qui était là. Est-ce qu'il a vu ce qu'il aime, c'est-à-dire un jeu très offensif, lui, l'homme de The Last Dance?
Ah ben j'espère qu'il a été gâté, oui, là, du Michael Jordan. Alors peut-être qu'il doit regretter, comme nous tous, un peu d'ailleurs pour le spectacle, voilà, l'expulsion rapide du joueur du Barça au milieu de terrain. Ça n'a pas permis aux Barcelonais de, on va dire, de développer leur jeu, qui est fait d'un pressing incessant et voilà, et d'empêcher les ressorties de balles des Monégasques. Mais de ce qu'il a vu de l'AS Monaco, je suis sûr que ça lui a plu, parce que c'est vrai que le football à 18h est tourné vers l'offensive. Toujours tourné vers l'offensive, et ça, ce qui est bien pour le spectacle, pour faire venir le plus de monde possible au stade, parce qu'il va falloir jouer maintenant une équipe comme le Havre, c'est à 15h le match, après ce sera Montpellier, une année du centenaire pour Monaco. C'est une année qui démarre bien. Est-ce que c'est toujours un bon signe? On n'est pas là pour jouer le championnat d'hiver, hein, on est là pour gagner à la fin de la saison. Hein. Ouais, c'est ça, mais c'est toujours très bien de débuter. Ça, quoi qu'il arrive, ça lance une saison, un bon mois d'août, un bon mois de septembre. Voilà, il faut pas laisser des points en route, parce que ces points-là, on peut les cravacher pour devoir les récupérer, surtout avec ce calendrier-là, comme on le disait, qui est très prenant avec cette Coupe d'Europe, la Coupe de France qui aura lieu un peu plus tard à un moment donné. Et puis ça donne de la confiance, ça permet de bien travailler la semaine, ça permet aussi de faire un roulement au niveau de l'effectif si les victoires s'enchaînent. Et puis voilà, les joueurs aiment travailler dans ces conditions-là, aiment travailler après avoir gagné des matchs. Et pour conclure, quand on regarde notre colonne vertébrale en rouge et blanc, on voit que le gardien, pour l'instant, c'est un peu le numéro 2. On attend le retour du premier. Au milieu de terrain, vous l'avez dit, peut-être que le départ de Youssouf Fofana n'a pas été complètement compensé. Et devant, il nous faut un killer, quoi. Il faut un tueur de surface, comme on le dit. Hein. Alors la bonne nouvelle est venue de Georgi Linkena hier soir, qui a été ce buteur, cet attaquant qui enfin, c'est vrai, a marqué le but. La rentrée de Balogun est bonne aussi hier. On l'avait moins vu dans ce registre-là lors de ses précédentes sorties. Et là, c'est vrai qu'il fait une bonne rentrée. Brel Mbolo a eu un match un petit peu plus compliqué. Il va falloir peut-être qu'il trouve un peu le déclic par un but assez rapidement. Mais il pèse quand même. Oui. Effectivement, il pèse sur les défenses avec ce jeu en pivot. Il permet au bloc de remonter, et puis aux artistes derrière lui, les Minamino, les Ben Seguir, les Akliouche, les Golovin, de développer aussi leur jeu en petites touches de balle. Et puis, on n'oublie pas quand même les latéraux dans ce match-là, parce que certes, Vanderson, sur l'égalisation de Yamal, il est dans le coup, mais quand même, il donne 2 belles passes décisives aussi. Donc, Monaco a des latéraux offensifs. Donc, on a de quoi se régaler, je pense, cette saison. Il va falloir maintenant confirmer. Ouais, vous avez raison, Michael Lefebvre. On va se régaler avec cette nouvelle formule qui commence à séduire tout le monde, c'est clair. Prochain déplacement pour Monaco? Vous le connaissez? Ah ben c'est du côté de Zagreb. Oui, qui a pris, Frédéric Elion nous l'a rappelé, une petite rousse face au Bayern de Munich. Merci de nous rejoindre ce soir, en tout cas, sur Monaco Info. On vous dit à très bientôt, Michael Lefebvre. Merci à vous, Christophe. À bientôt. Événement d'importance, quelques heures juste avant le coup d'envoi hier de la Ligue des Champions. Si je vous dis la paix par le sport, vous pensez forcément à Peace and Sport. Et vous avez raison, l'organisation monégasque a décidé de résumer ses actions sur le terrain, et ce dans un documentaire réalisé conjointement avec Monaco Info. Hier, au Théâtre Princesse Grace, avait lieu sa projection en avant-première et en présence du souverain. Sur place, Sarah Inkari et Lionel Bernardi. Sport has the power to change the world. Le sport a le pouvoir de changer le monde. Cette citation extraite d'un discours de Nelson Mandela ne pouvait pas mieux résumer la vision de Peace and Sport. Et c'est donc tout naturellement ainsi que démarre ce voyage de 52 minutes à travers 4 continents. Il a une vocation à être diffusé dans le monde entier. Ça montre ce qu'est la paix par le sport. Ça montre que depuis l'indépendance et la neutralité, on peut faire beaucoup de choses parce qu'on est crédible quand on parle d'une cause, et donc le but c'est de convaincre des gouvernements que le sport pour la paix c'est un investissement, c'est pas une dépense, parce qu'on a des indicateurs qui montrent que les choses changent sur le terrain. On fait ça depuis Monaco, depuis la crédibilité et l'indépendance de Monaco. Je crois que c'est tout à fait important. L'organisation créée en 2007 est placée sous le haut patronage du prince Albert II, un soutien de taille pour les équipes. Chef d'État, 5 fois olympien, il est à l'origine aussi de Peace and Sport, puisqu'au départ c'est une feuille blanche, on en parle ensemble, et puis aujourd'hui on voit une organisation qui travaille avec plus de 100 pays, qui figure dans les rapports du secrétaire général des Nations Unies comme organisation modèle avec ses programmes, etc. On a ce prix au sommet des prix Nobel qui nous a été remis il y a 2 ans. Donc voilà, c'est un chemin dont on peut être fier. Et maintenant, il faut que ça continue.
Pour porter ces messages, l'organisation peut compter sur ses champions pour la paix, des athlètes comme Lionel Messi, Novak Djokovic ou encore la médaillée olympique de taekwondo, Marlène Lidecker. Là, ça fait 2 ans que je me rends en Colombie et c'est vrai qu'on va dans des régions rurales et on va à la rencontre de la jeunesse pour essayer de les inspirer à travers le pouvoir fédérateur du sport, de partager un moment. Et ce qui m'impressionne le plus, c'est à quel point le sport rassemble et peu importe les cultures, qu'on soit en Inde, qu'on soit en Colombie ou qu'on soit dans certaines régions en Afrique subsaharienne, à partir du moment où il y a du sport, il y a un ballon, il y a du jeu, ça unit les populations et c'est une langue universelle. Vous aussi, vous pourrez découvrir ce documentaire baptisé La Flamme de la Paix. Il sera diffusé demain à 21h sur Monaco Info, bien sûr. Une délégation monégasque conduite par Madame Isabelle Rosa Brunetto a pris part aux travaux de la 68e conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui vient de se dérouler, de se terminer tout juste à Vienne. Dans son allocution, le directeur général du département des relations extérieures et de la coopération a salué les efforts de l'agence afin de préserver la sûreté et la sécurité des installations nucléaires, notamment en Ukraine, avec le déploiement de la mission d'appui et d'assistance de l'AIEA à Zaporijjia. Elle a également indiqué que toutes les activités de l'agence en matière de lutte contre la pollution marine par le plastique s'inscrivent dans la lignée de l'engagement personnel de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II en faveur de la préservation de l'océan. Une donation d'importance à l'occasion de ce mois de septembre en or dédié à la lutte contre les cancers pédiatriques. Le groupement bancaire CFM Indo-Suez a fait un don de 51 000 € à la Fondation Flavien et au Centre scientifique de Monaco. Voici à présent un sujet inédit qui pourrait changer la vie de nombreuses personnes souffrant de troubles de l'équilibre. Un tout nouveau centre spécialisé vient d'ouvrir ses portes en Principauté, offrant des solutions innovantes pour traiter vertige et instabilité. Nous vous emmenons ce soir à la découverte de cet établissement unique, une première dans notre pays, un reportage de Vanessa Dessy sur des images de Thomas Deus. C'est une spécialité médicale qui se concentre sur les liens entre l'oreille interne et le système nerveux. L'otoneurologie traite les troubles de l'équilibre comme les vertiges ainsi que les problèmes auditifs d'origine neurologique. Un tout nouveau centre a justement vu le jour en Principauté. Conçu pour répondre aux besoins des patients, ce centre propose une approche complète et innovante. L'objectif d'Otoneuro était de pouvoir proposer à la clientèle locale, régionale mais aussi internationale, ce qui se fait de mieux actuellement en Europe en matière d'offres de soins en otoneurologie. Donc tout ce qui est en matière d'exploration innovantes de l'audition et de l'équilibre basés sur les dernières technologies, mais aussi des traitements innovants comme le traitement de la rééducation en réalité virtuelle et pour ce qui est des acouphènes, la prise en charge par la thérapie Lénir, modulation bimodale. La Semaine internationale de l'équilibre et du vertige est un événement de sensibilisation qui met en lumière les troubles de l'équilibre souvent liés à des dysfonctionnements de l'oreille interne. L'objectif est de promouvoir une prise en charge précoce et de briser les idées reçues. Les problèmes d'équilibre qui sont un problème d'enjeu majeur de santé publique parce que ça touche énormément de gens, de l'enfant jusqu'à l'adulte et ça engendre des coûts de santé très importants et aujourd'hui dans le monde et en particulier en France, l'offre de soins en matière de troubles de l'équilibre et de vertige est très pauvre et donc l'idée c'est d'informer les gens et les pouvoirs publics là-dessus et d'essayer de proposer à l'avenir plus de recherche et plus de centres dédiés à l'équilibre. Durant cette semaine, des spécialistes encouragent ceux qui souffrent de ces symptômes à consulter tout en sensibilisant à l'impact de ces troubles sur la qualité de vie. Créée en l'an 2000 pour venir en aide aux enfants dans le besoin, la Fondation Francesca Rava était de retour à Monaco cette semaine pour une nouvelle soirée caritative, la Dolce Vita. Reportage signé Gaëtan Lebrun, accompagné d'Olivier Bonello. Pour la deuxième année consécutive, la salle Empire de l'Hôtel de Paris a accueilli hier le gala de la Fondation Francesca Rava, une soirée prestigieuse qui a réuni plus de 300 amis et membres de la communauté monégasque dans un seul but, réunir des fonds pour les enfants en difficulté. Toute l'idée est partie des familles de Monaco qui vivent ici, qui ont des fils qui ont participé à notre camp de bénévolat international chez notre orphelinat
à l'Amérique latine. Ils sont retournés dans les familles, ils ont raconté et les familles m'ont contacté en disant « Tu dois venir à Monaco, tu dois organiser une soirée avec nous, on va t'aider ». Alors c'est fantastique l'énergie qu'on a ce soir parce qu'il y a beaucoup de monde, très élégant, mais aussi avec le cœur. Et ça c'est important pour changer le monde. Une soirée composée d'un apéritif et d'un dîner de gala, tous deux prônant la culture et le savoir-faire italien. Chico Serrea et Davide Oldani, deux chefs étoilés au guide Michelin, étaient présents pour soutenir la fondation et proposer aux invités un menu en rapport à l'enfance. Ça fait beaucoup que je travaille avec la Fondation Rava parce que je trouve que c'est une fondation qui fait du bien pour les personnes qui ont besoin de ça. Et on le fait avec le cœur, on le fait vraiment directement. Et quand je peux, je fais la cuisine pour eux. Et ce soir, c'est dans un cadre incroyable. Monte Carlo, c'est toujours Monte Carlo. Et l'hôtel de Paris, c'est l'hôtel de Paris. Alors, je suis content d'être là. Et j'espère de donner des émotions avec mon plat. Je portais la pâte qui représente un peu l'Italie, mais c'est une pâte un peu fine dining. Parce que toujours, on pense que la pâte, c'est toujours la pâte de la mère, de la grand-mère. Et je veux montrer que ça peut être autre chose. L'intégralité des fonds récoltés cette année ira à Haïti, où la Fondation Francesca Rava a construit l'hôpital Saint-Damien, seul hôpital gratuit de l'île qui assiste chaque année plus de 80 000 enfants. Sous le haut patronage du prince souverain, à l'occasion du traditionnel gala d'ambassadeurs de bonne volonté, événement incontournable au cœur de l'activité de ce club prestigieux, Sale Belle Époque, ses membres ont salué hier soir la carrière de celui qui s'offre en ce moment une grande tournée d'adieu. Le chanteur italien Umberto Tozzi qui a reçu, au-delà du titre d'ambassadeur de bonne volonté 2024, un tout nouveau disque d'or de circonstance. Cela valait bien une chanson culte, guitare-voix pour l'occasion. Et la météo de ces prochaines heures, c'est avec vous, Sarah Nkari. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. C'est un samedi en demi-teinte qui nous attend avec de belles éclaircies le matin et un ciel plus nuageux l'après-midi. Le vent se lèvera également au cours de la journée avec des rafales de 40 km/h attendues. Du côté des températures, elles fluctueront entre 18 et 23 degrés. Enfin, nous fêterons Christophe demain les Mathieu, dont la version originale s'écrit avec 2 T. Et comme le veut la tradition, on termine votre journal en images avec le retour gagnant de l'AS Monaco en Ligue des Champions et cette victoire 2-1 face au Barça qui lance de façon magistrale la saison européenne, notre équipe préférée de football. Les photos sont signées Manuel Vitali. Et puis restez bien avec nous. Dans un instant, l'après-JT sera consacré au véganisme ce soir.